Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Et que je me dis que finalement, en assumant ouvertement que j'arrive à combler un sentiment de parentalité avec un chien, ben, ça exclut complètement l'homme, puisque j'ai pas besoin d'un géniteur, et puis j'ai pas besoin d'un papa. Enfin, vous voyez, donc peut-être que les hommes finalement se sont peut-être un petit peu attaqués dans le fait que je suis une femme qui assume ne pas vouloir devenir maman, ne pas avoir besoin donc d'un mec pour enfanter, et puis qu'à côté de ça, elle vit très bien. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode d'À la lumière des nombres. Mon invité, plutôt mes invités d'aujourd'hui, mènent à la fois une carrière médiatique mais aussi vétérinaire. J'ai l'immense plaisir de vous inviter à me rejoindre à la lumière des nombres d'Hélène Gâteau et de son fidèle compagnon, Colonel. Bonjour Hélène, merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir emmené Colonel. Comment vas-tu ? Alors, je vais très bien. Je suis très heureuse d'être ici avec toi. Et puis, Colonel ne me quitte jamais et il se prête très facilement au jeu de l'interview, au jeu de la discussion comme ça, dans le cadre dans lequel nous sommes. Et donc, voilà, je suis contente de l'amener avec moi aujourd'hui. Avec une dog mom veto et assez médiatisée, je suis pas surprise. Il est sage, hein ? Comment il va déjà sa santé ? Alors, il a eu quelques soucis de santé ces dernières semaines. Il a eu une hépatite d'origine infectieuse, mais je ne sais pas comment il l'a contractée. Ce qui est un peu compliqué pour moi en tant que vétérinaire, c'est quand il s'agit de mon chien, c'est un peu le cas pour tous les soignants de toute façon. Quand il s'agit de quelqu'un de sa famille, c'est toujours très compliqué de s'en occuper, d'avoir un peu de prise de hauteur et puis de ne pas être trop dans l'émotionnel. Donc moi, ça a été très compliqué pour moi de le voir patraque, de le voir malade. Heureusement, j'ai beaucoup d'amis vétos qui m'ont entourée énormément pour le diagnostic, la prise en charge, etc. Ça n'était pas évident parce que c'est une maladie un peu grave qu'il a contractée. Là, ça va mieux. Et il n'est pas encore, on va dire, complètement soigné. On est sur la voie de la guérison, donc j'espère que dans quelques semaines, ce sera derrière nous. Oui, j'espère aussi. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Tu nous tiendras informés sur les réseaux, oui, j'espère. Ouais. Et alors là, quand il s'est fait cette tête-là, vous inquiétez pas, de temps en temps, voilà, on a l'impression qu'il est... il est un peu blasé, hein, mais ne vous inquiétez pas, il va bien. C'est Colonel qui... Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'il est mignon. Alors Hélène, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as un nombre fétiche ? Alors oui, et puis peut-être que tous tes invités te disent un peu la même chose. C'est le jour de ma date de naissance, à savoir le 7. Ouais, c'est le nombre sacré. C'est le jour effectivement de ta date de naissance. C'est pas un nombre que je le retrouve uniquement en décor de vie chez toi. Alors je sais que quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit moi je suis assez cartésienne, je pense qu'on a déjà tout en soi, etc. Et quand tu m'as dit ça, je me dis, oh là là, Hélène, elle doit avoir du 1, du 5, elle a envie d'être libre. Et effectivement, tu as du 1 et du 5. Donc, c'est l'autosuffisance, le besoin en fait de compter que sur soi et d'être dans l'autonomie et l'indépendance. Alors, je reviens un peu sur ton parcours. La vocation de veto, c'était inné ou c'est venu un peu comme ça ? Oui, vraiment depuis que je suis toute petite. J'ai voulu un temps être boulangère.
quand j'avais 4-5 ans. Mais après, vers 7-8 ans, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Et puis ça a guidé mes choix d'études, le fait que j'étais plutôt une très bonne élève. Et donc c'était vraiment mon métier. Il n'y avait pas d'autre possibilité pour moi. Tu as aussi très vite dit que tu avais envie de faire de la télévision, que tu aimais les médias. Oui. Alors ça, je pense que c'est ton enthousiasme et ton goût du partage. Parce que tu as vraiment dans ton thème 2 nombres qui sont très importants et très intéressants dans la structure d'un thème. C'est l'envie et le besoin de réconforter et de partager. Alors tu vois, justement, quand je te vois, moi, apparaître sur les plateaux télé, quand je t'écoute, j'ai vraiment la sensation d'une femme sûre d'elle, tu vois, qui a énormément confiance, justement, qui peut même parfois être pudique et réservée, ça c'est ton 4. Mais en fait, ça m'a touchée de voir que dans la structure de tes nombres, il y a ce côté d'empathie vers l'autre, ce besoin de réconfort. Comme si, finalement, tous les animaux et les personnes qui arrivaient à tes côtés, c'était des gens qui étaient en quête de sens et de réconfort émotionnel. Ça te parle, tout ça? Alors, ce qui me parle, c'est le fait que tu dises à la fois l'aspect sûr de moi. C'est vrai qu'on peut penser que quelqu'un qui se lance dans une carrière dans les médias est sûre d'elle parce qu'elle s'exprime en public, devant une caméra. Il y a aussi le regard sur soi quand on revisionne des images, etc. Donc, tout le monde n'a pas envie d'avoir une exposition médiatique. Moi, je la voulais. Donc, c'est peut-être ce côté un petit peu sûr de moi. Et à côté de ça, c'est très ambivalent parce que je suis quelqu'un d'extrêmement réservé, pudique, je crois que c'est ce que tu as dit. Donc, j'ai cette ambivalence-là que tu me soulignes. Et c'est vrai qu'elle elle est réelle. J'ai toujours été une enfant très, très, très timide. Jamais on aurait pu se dire que j'aurais fait une carrière dans les médias. Et pour autant, j'avais envie de ça depuis que, quand j'étais jeune, quand j'étais ado. Je voulais être un jour le docteur Klein, qui est décédé il y a peu de temps, le vétérinaire médiatique du Club Dorothée. Il est décédé à plus de 100 ans. Et je voulais être le docteur Klein de la télévision. Et j'ai réussi. Donc, voilà. C'était un petit peu ambivalent, finalement, cette quête. Peut-être que c'était une façon pour moi d'essayer de me surpasser, d'aller au-delà de ce que je ressentais de moi, d'aller chercher plus loin, plus haut, je sais pas. Donc, il y a ça. Et puis après, le côté réconfort. En fait, moi, j'aime bien faire parler les gens. Et donc, dans pas mal d'émissions que j'ai pu faire, j'aime bien, dans l'interview, aller les chercher, aller leur faire parler de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils aiment. Et souvent, je prends Aujourd'hui, tu me fais parler à travers les nombres. Moi, je fais parler les gens souvent à travers les animaux. C'est-à-dire que quand on ouvre la porte de la relation à l'animal d'une personnalité, eh bien, finalement, très rapidement, elle te parle d'elle-même, elle te parle de son enfance, de son vécu, de ce qu'elle ressent. Et le chien est un prétexte pour faire parler les gens, mais comme toi, tu fais avec les nombres. Exactement. Mais finalement, quelque part, tu vois, tu as 2 nombres vraiment dans la structure de ton thème, qui est le 2. Et le 2, c'est le nombre de l'intime, de l'émotionnel. Oui. Et l'animal, je trouve, et je pense que tu me contrediras pas trop là-dessus, mais c'est la voie d'accès la plus authentique, puisque c'est de l'amour sincère et inconditionnel, quoi. Ah oui. Et la loyauté, c'est pas des relations interpersonnelles comme tu peux avoir avec certains humains. Donc effectivement, c'est une voie d'accès. Alors justement, tu as écrit un livre avec un titre qui fait un peu punchline. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant? Oui. C'est ton 4e livre, il est sorti en 2023. Tu as fait une thèse, je crois, sur le comportement canin. Oui. Puisque tu as été passionnée par les chiens. Puis oui, après, j'ai toujours une passion pour les chiens. Pour les terriers un peu plus. Oui, pour les terriers, ouais. Et alors, je précise juste que là, ça c'est la version qui est sortie initialement. Et depuis le 5 février, eh bien, il existe aussi en livre de poche. Trop bien, donc, trop chouette. voilà, donc ça permet de l'avoir à un prix un peu moins élevé et puis un format aussi qu'on peut emmener partout. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? C'était pour toi une manière de révolutionner un peu le nouveau schéma parental, familial? Oui, tout à fait. Au départ, c'était une quête une introspection personnelle. C'était aussi une forme... Finalement, je voulais essayer de comprendre cette relation que j'avais avec mon chien, que je trouvais vraiment... quand je l'ai eu dans ma vie, je voulais un chien. Je me suis pas dit, je veux un chien qui sera un substitut d'enfant. Je savais que je voulais pas d'enfant. Mais quand je l'ai eu dans ma vie, j'ai pris un chien. Et puis, c'était fin 2018, début 2019. Et je me suis rendu compte dans la relation que j'ai commencé à construire avec lui qu'il avait une place dans ma vie qui était au-delà de celle d'un animal de compagnie. On avait vraiment une relation très fusionnelle tous les deux. Et puis,
même si je n'ai jamais voulu avoir d'enfant, bah, j'ai nourri envers lui des sentiments, je pense, maternels et parentaux. Et ça a commencé à m'interroger. Le regard de mes amis aussi, de ma famille, qu'ils ont pu porter sur la relation que j'avais avec mon chien, en me disant c'est quand même dingue, tu veux pas d'enfant, puis t'as vu comment tu te comportes avec Colonel, t'es pire qu'une mère. On a pu me dire des choses comme ça. Donc ça m'a un peu interpellée. Et puis on commençait à voir un petit peu une émergence de ce phénomène du pet parenting, justement, la pet parentalité, pour le dire en français, enfin en mi-français, mi-anglais, cela dit. Et puis j'ai aussi remarqué qu'il n'y avait jamais eu un bouquin qui avait été écrit là-dessus, des articles un petit peu sporadiques, mais jamais de bouquin. Et je me suis dit, bah Hélène, prends ça à bras-le-corps. Pourquoi ? Parce que, c'est ton histoire, t'as envie de la partager, ça va te permettre toi aussi de comprendre un petit peu plus ce qu'il y a derrière tout cela. Et puis, comme je suis vétérinaire, ça me permettait aussi d'avoir une dimension qui ne soit pas que sur de l'émotionnel dans le bouquin que j'ai écrit, et de pouvoir apporter aussi un regard un peu scientifique, un regard, une réflexion, voilà, qui ne soit pas que de l'ordre de l'émotion. Si c'était quelqu'un qui avait écrit ça, je ne sais pas, une chanteuse, une actrice ou autre, peut-être qu'on aurait été que sur de l'émotionnel, du sensationnel, etc. Et ça aurait peut-être pu décrédibiliser un petit peu finalement ce phénomène de pet parentalité. Et donc moi j'ai voulu qu'il soit le justifier aussi scientifiquement, donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Ouais, parce que tu disais que scientifiquement, d'un point de vue hormonal, oui, c'est les mêmes choses que quand on a un enfant, quoi. Exactement. Ce sont les mêmes circuits cérébraux qui s'activent quand une maman regarde une photo de son bébé ou quand une dog mom comme moi regarde une photo de son chien. C'est exactement les mêmes circuits cérébraux. Ce sont les mêmes... la même cascade hormonale aussi qui se met en place quand on regarde son chien dans les yeux, quand on le caresse, quand on le serre contre soi. Vraiment, tout est extrêmement proche. Donc c'est pour ça que je me permets de comparer le lien d'attachement qu'il y a entre une femme et un bébé et entre une femme et un chien. Mon chien vient de péter, voilà. Je le dis comme ça parce que ça commence à m'indisposer et peut-être que toi aussi, donc je le dis. Non, ça fait partie des détails de la vie, mais c'est ça d'avoir un chien aussi. Non, mais voilà, il est nature peinture. Hein. Il est à l'aise. Ça n'enlève rien à sa mignonnerie. Je te remercie. Justement, en parlant de l'animal phénoménal, j'ai pas pensé à te demander sa date de naissance. Ah! Il est né quand, Colonel? Alors, Colonel est né le 27 décembre... Attends. 27 décembre 2018. Ok, donc tu sais quoi? Il est chemin de vie 5. Ah oui, et là, il me donne une clé hyper intéressante. Ouais. Ça donne une clé très intéressante. Tu disais que t'as jamais eu envie d'avoir d'enfant. Oui. Dans ton thème en numérologie, il y a un nombre qui est très important, qui est le 5. Mm-hmm. Et c'est le nombre ressources. C'est le joker et la botte secrète de l'âme. Le 5, c'est la liberté, le mouvement, la diversité, le voyage. Et souvent, quand on a de la ressource 5, alors là, Hélène, je vais rentrer dans des choses qui, pour toi, ne sont peut-être pas très scientifiques, mais c'est pas grave. Je sais que tu as accepté de jouer le jeu. Ouais. Bon, moi, je crois à la réincarnation. Je suis pas en train de faire de prosélytisme, mais j'y crois. Et avec les nombres que tu as, j'ai l'impression que justement, dans une ancienne vie, la famille a été un poids. Peut-être même dans tes lignées parentales, où il y a beaucoup de notions de contraintes, d'obligations, qu'on n'a plus envie d'assumer. Et toi, dans cette vie-là, le fait de décider de ne pas avoir d'enfant, c'est te consacrer à d'autres choses, mais garder aussi une certaine liberté. Et Colonel, il a le chemin de vie de ta ressource. Donc, il est sur du 5. Donc, tu vois, vos nombres se conjuguent harmonieusement. Mm-hmm. Et comment distingues-tu qu'il est sur le chemin 5, là, justement, par rapport à sa date de naissance? Parce qu'en fait, j'ai calculé donc 27-12-2018 et je réduis théosophiquement. Et quand je réduis théosophiquement un nombre, j'arrive sur du 5. D'accord, ok. Très bien. Donc, en même temps, c'est très logique avec tout ce que tu lui fais vivre, puisqu'il te suit partout. Mm-hmm. Donc, en fait, il voit du beau paysage H24, 7 jours sur 7. Enfin, tu vois, c'est vraiment une cohérence. D'accord. Mais c'est génial d'avoir une relation de proximité comme ça avec lui. Et tu vois, les 5, il manque pas d'air. Donc, c'est pour ça qu'il s'est lâché. Donc, il remplit le contrat de son 5. Écoute, formidable. Non, il est vraiment trop chouette. Ouais, il est sympa. C'est un gentil chien. Donc, tu es spécialisée dans les chiens et les chats.
Alors oui, je suis vétérinaire généraliste, chien-chat. Je n'exerce plus, hein, mais j'ai toujours fait, quand il fallait choisir des options, des spécialisations, dans mon cursus vétérinaire, c'était toujours autour du chien et du chat. Ouais, tu as fait une thèse sur le comportement Oui. canin. Oui, le comportement des terriers, très Des terriers, exactement. Ouais, donc j'ai moi j'ai une passion pour le chien, vraiment, hein. Je trouve que cette coévolution de l'homme et du chien sur des dizaines de milliers d'années, je trouve qu'elle est formidable, qu'une bête sauvage qui était le loup puisse être devenue un chien avec un collier avec des perles et puis assis sur le canapé à côté de moi, et je trouve ça assez formidable. Et les efforts que les chiens font au quotidien pour s'adapter à notre mode de vie humain qui a été pensé par des humains pour des humains et absolument pas par des humains pour des chiens ou par des chiens pour des chiens, je trouve que, waouh, quelle belle preuve d'adaptabilité. Donc le chien me fascine. Et ensuite, les races de chiens me fascinent aussi. De voir à quel point on peut avoir du chihuahua, du saint-bernard, du terrier, du berger australien, avec toutes des particularités qui sont propres à la sélection génétique qui a été faite pour qu'ils puissent rendre tel ou tel type de service par rapport à l'utilisation qu'on a pu en faire, par rapport à la localisation géographique dans laquelle ils ont évolué. Moi, je trouve ça fascinant. Et donc, si on continue à serrer un petit peu, effectivement, le spectre, eh bien, les terriers, moi j'adore parce que c'est des chiens généralement pas très grands. Hein, le colonel fait 10 kilos, on peut penser au Westie, on peut penser au Jack Russell. Donc, ils sont pas très grands, mais alors, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se prennent pour pour des caïds, pour des grands. Et moi, j'aime bien peut-être que ça rejoint le fait que je suis pas très sûre de moi. Et puis, en fait, finalement, j'ai quand même... je suis plutôt réservée, plutôt timide, et puis peut-être que j'ai une certaine assurance au fond de moi. Tu vois, peut-être que le terrier, c'est un peu ça aussi. Exactement, il la révèle en fait. C'est un trait de caractère qui te correspond, qui correspond à ton 1. Oui. Tu vois, et le 1, c'est l'autonomie, l'indépendance, okay. l'auto-validation, okay. le besoin de sortir des sentiers battus, donc d'être singulière, tu vois, et finalement originale, parce que tu l'es dans ta profession, dans ce que tu fais. J'imagine aussi dans ta famille, tu as des frères et sœurs. J'ai 2 sœurs. Et tu dois être justement un peu plus atypique sur un schéma de vie beaucoup moins classique qu'elle. Oui, et beaucoup moins classique que mes parents aussi. Moi, je viens presque d'une lignée familiale où tout le monde était dans l'enseignement. Mes parents sont profs, mes 2 sœurs sont profs ou institut, mes oncles et tantes, la majorité sont profs, mes grands-parents d'un côté de mon père étaient profs. Donc voilà, je me suis souvent un petit peu... vu comme, je vais pas dire le vilain petit canard, c'est pas vrai, puisque j'ai quand même fait un parcours scolaire qui était plutôt bien, mais c'est vrai que j'ai pris un chemin de vie qui est très différent de celui de mes sœurs. Je suis la parisienne qui divorcée, qui a eu un chien et pas d'enfant. Mes sœurs sont dans un schéma plus classique de famille et elles sont heureuses aussi. Mais donc mes parents sont toujours ensemble. Donc c'est vrai que moi je viens un petit peu bousculer cette homogénéité de parcours de vie au sein de ma famille. Comment il a été reçu ton livre quand il est sorti par justement ta famille? Est-ce qu'ils t'ont comprise un peu plus? Alors, on est très pudique dans ma famille, on ne se parle pas beaucoup. Donc, on était plus, il y avait plus de la satisfaction à voir que mon livre était un succès, que j'étais amenée à en parler régulièrement dans les médias, etc. Il y avait plus de ça que de dire, bah tiens, pourquoi tu as écrit ça dans ce chapitre-là, etc. Ah, ils l'ont lu quand même? Bien sûr, oui, bien sûr, mais on n'en a pas débattu. Ah ouais, tu vois, c'est cette réserve, ce côté pudique, mais en fait, c'est un peu ton héritage. Et en même temps, tu le démocratises. Tu vois, cette capacité à parler fluidement de tes émotions, parce qu'il est très intime, ton livre. Il est très intime. Parfois, il y a des moments, je me dis, mais pourquoi t'as raconté ça? Pourquoi t'es allé jusque-là? C'est le besoin de tes sous-nombres dans ton thème, de ton 2. C'est le besoin de partage, de réconfort, d'expliquer aussi. Et quelque part, de donner aussi des codes à ceux qui pourraient vivre la même chose. Oui. Et qui se sentiraient un petit peu hors norme. Oui. C'est vrai que c'est ce que je me suis dit également. Je me suis dit que finalement, quand je vois tous les messages que je reçois de la part souvent de femmes qui ont lu mon livre et qui s'y retrouvent, je pense que si j'avais fait un livre uniquement sociétal, scientifique, ça aurait mis une barrière entre les lecteurs et moi.
Et le fait que j'ai beaucoup partagé de moi, de mon ressenti, de ma vie, etc., je pense que, ça m'a rendu peut-être accessible aussi par rapport aux personnes qui m'ont lu. Et puis peut-être une façon aussi de s'identifier un petit peu plus à moi et puis à la relation que j'avais avec mon chien. Donc, parfois, je regrette d'avoir dit des choses, et puis aussi personnelles. Et puis finalement, vu l'accueil que j'ai, et puis vu je te dis, les remerciements que j'ai pu avoir, enfin, je ne m'attendais pas du tout à ça, hein, de la part de lectrices. Je me dis que si j'ai pu aider des gens à se sentir un peu plus normales, et puis à plus épanouies, et plus mieux comprises, j'ai gagné. Quoi, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai réussi quelque chose que je n'imaginais même pas. Je pense qu'il ne faut pas que tu regrettes parce que, tu vois, en 2023, quand il est sorti, tu étais en année 8. Et le 8, c'est le nombre qui a besoin de rétablir une forme d'équilibre, de loyauté aussi, de justice, de justesse. Et tu vois, ça vient taper dans les ancêtres. Peut-être que tu as dit des choses qu'eux n'ont pas pu exprimer. Et j'imagine que donc, tu l'as écrit en 2022. Oui. Et tu étais en année personnelle 7. Et le 7, c'est ton nombre préféré, ton nombre fétiche. Mais c'est le nombre du guérisseur. C'est le nombre thérapeutique. Donc, c'était vraiment une année d'introspection où finalement, tu t'autorisais à être moins pudique avec tes émotions et tes sentiments. Donc, je pense que c'était exactement le livre qu'il fallait que tu sortes au bon moment. Le timing. Tout est une question de timing dans la vie, de toute façon. Exactement. Je t'ai entendu dire, je ne sais plus où, mais que ton livre a été plutôt mal accueilli, pas par toute la gente masculine, mais par une partie. Oui. Alors, c'est vrai que les critiques que j'ai pu recevoir et essuyer sont beaucoup plus venues de la part d'hommes que de femmes. Parce que, je l'explique, c'est ma façon d'expliquer, hein, c'est que je me dis que finalement, en assumant ouvertement que j'arrive à combler un sentiment de parentalité avec un chien, ça exclut complètement l'homme, puisque j'ai pas besoin d'un géniteur, et puis j'ai pas besoin d'un papa. Enfin, vous voyez, donc peut-être que les hommes finalement se sont peut-être un petit peu attaqués dans le fait que je suis une femme qui assume ne pas vouloir devenir maman, ne pas avoir besoin donc d'un mec pour enfanter, et puis qu'à côté de ça, elle vit très bien. Puis je revendique dans ce livre aussi que je suis divorcée, que je mène ma vie un peu en solo, etc. Donc peut-être que ça peut effrayer un peu les hommes qui ont toujours besoin de se sentir indispensables pour l'épanouissement d'une femme. Exactement, oui, je pense aussi que tu mets un coup de pied dans la fourmilière là-dessus. Mais tu vois, dans tes nombres, il y a quelque chose d'assez, alors je dis pas la militante féministe, hein, mais tu vois le nombre intime et le nombre des dons et des talents. Donc c'est le 2 qui se répète, et c'est le culte du couple, du duo, mais aussi du féminin. Et toi, ton meilleur duo, c'est avec lui, quoi. Ouais. Bon, alors après, j'ai pas envie de passer ma vie que avec non, Lionel. Je sais. Alors justement, c'est mon fils, hein, c'est pas mon mec. Hein. Évidemment. Mais est-ce que justement, ça t'a posé problème à un moment donné dans ta vie personnelle de pas avoir envie d'avoir un enfant ou... Alors non, parce que j'ai été pendant 10 ans avec mon ex-mari qui avait lui-même déjà des enfants. Il avait déjà 3 enfants. Donc avoir un nouvel enfant n'était pas, c'était pas son projet de vie. Donc très rapidement, je l'ai mise à l'aise en lui disant, écoute, t'en as déjà 3, c'est bon, toi tu as fait ce chemin-là. Moi qui suis une grande amoureuse et qui aime un peu le côté exclusif du couple, je lui ai dit que j'étais très heureuse finalement de pouvoir vivre sans avoir ce besoin de dire on construit une famille, puisque lui il avait déjà fait cette construction, il avait déjà ce rôle de papa. Donc non, ça n'a pas posé de souci. Et puis après, depuis notre séparation il y a un peu plus de 4 ans, non, c'est pas quelque chose qui m'a posé problème. Mais tu vois, regarde dans ce que tu dis, ce besoin du couple en fait, cette exclusivité, on le retrouve encore dans ce fameux 2, hein. Tu vois. Mais je pense en fait, tu es sur un chemin sur Terre, vraiment pour apprendre à explorer les sentiments, les émotions, mais sous un nouveau prisme. Et justement, en dehors de ce qu'on a pu t'inculquer. Tu vois. Ah, c'est sûr que oui, par rapport pas aux valeurs familiales, mais plutôt par rapport aux... injonctions, peut-être. Ouais, injonctions, mais injonctions qui sont... comment on a implicites. Oui.
c'est vrai que je me distingue pas mal, puisque comme chez moi on est très pudique, finalement, moi en m'exprimant comme ça dans ce livre-là, c'est vrai que je pense que papa, maman, j'espère que je vous ai pas trop choqué. Mais c'est vrai que je suis venue un petit peu bousculer un petit peu tout ça. Donc oui, sûrement ou un besoin d'exprimer un petit peu plus les émotions, les sentiments que ce qu'on m'a ce dans quoi j'ai été baignée quand j'étais enfant. Exactement, mais justement avec ton 1, tu te distingues et tu révolutionnes le nouveau schéma familial, quoi. Et tu démocratises finalement le fait d'avoir envie d'autre chose, et grâce aussi à ta ressource 5. Et du coup, Colonel avec son chemin de vie 5, il t'emboîte bien le pas là-dessus, quoi. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu de prévention, tu vois, avec autour de certains sujets. C'est quoi tes sujets de prédilection pour la prévention, les conseils pour les personnes qui viennent d'acquérir un nouvel animal? Ah, on reste sur le côté... Alors, c'est un des conseils principaux que je donne, c'est déjà de savoir choisir, quand on veut se lancer dans l'acquisition d'un animal, choisir quand même une race de chien ou un type de chien qui soit adapté à son mode de vie. Puisque, comme je te le disais tout à l'heure, il y a plein de races de chiens qui existent et qui sont le fruit d'une sélection génétique à la fois morphologique, mais également sur certaines caractéristiques comportementales. Je dis pas que la génétique fait tout du comportement d'un animal, mais en tout cas, elle est là au moins pour 60-70% du tempérament de l'animal. Ensuite vient la façon dont il va être éduqué par sa maman chien, et ensuite la façon dont il va vivre ses 3-4 premiers mois. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est de savoir que si j'ai un mode de vie parisien où je me déplace beaucoup, où le chien va voir beaucoup de monde, il ne faut pas aller vers une race qui est trop sensible, trop timide. Si je suis pas très sportif, je vais éviter de prendre un chien qui a besoin de... je vais éviter de prendre un chien de chasse qui a besoin de courir énormément. Donc, pourquoi? Parce que sinon, après, on va se retrouver avec un chien qui va être malheureux dans le mode de vie dans lequel on l'a immergé et qui va développer des problèmes de comportement. Et donc, la relation, elle va en pâtir et c'est comme ça qu'on a aussi des abandons. Donc, la race du chien est extrêmement importante, donc se faire accompagner par des éleveurs, se renseigner auprès de la centrale canine, vraiment faire un travail de compréhension de l'animal qu'on va avoir en face de soi. Et puis ensuite, faire preuve aussi de beaucoup d'humilité. Arrêter de dire non mais c'est bon, j'ai eu un chien quand j'étais petite, je sais ce que c'est un chien. Les connaissances ont énormément évolué quand même depuis par rapport à la façon dont on éduque, dont on doit concevoir la relation avec son chien. Et puis deuxièmement, même moi, quand Colonel était petit, je suis allée voir 1 ou 2 éducateurs parce qu'on n'a pas la science infuse. J'ai beau être vétérinaire, j'ai pas la science infuse. Je passe pas ma vie à éduquer des chiens. Donc ceux qui passent leur vie à ça ont des choses à m'apprendre. Donc voilà, être entouré de personnes qui peuvent vous aider, vous accompagner et puis mettre un cadre aussi, ça c'est très important. Ils ont beau être extrêmement mignons quand ils sont chiots, etc. C'est très important d'avoir un cadre au début pour leur inculquer des choses. Moi je suis pour l'éducation, qu'on va dire, positive et amicale, mais point trop d'infos non plus. On va éviter les débordements, on va éviter le chien, que le chien prenne ses aises un petit peu partout. Donc quand il est chiot, c'est important de lui inculquer un cadre. Et puis ensuite, quand il est plus grand, quand il a ce cadre-là, on peut sortir du cadre, on sait qu'il pourra y revenir facilement. En l'occurrence, quand Colonel était petit, jamais il avait le droit de monter sur le canapé ou sur le lit. Maintenant, je l'autorise. Mais si je lui demande de descendre, il va descendre. Il va pas montrer les crocs, il va pas m'arracher le mollet. Donc, voilà. D'accord, ok, chouette. T'es marraine de Jean-Marc et Simone? Qui sont Jean-Marc et Simone? Non, c'est pas que je suis marraine de Jean-Marc et Simone, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises Julien Doré. Sur une émission, en l'occurrence sur Vivement Dimanche, quand lui était invité, c'était à l'époque où moi j'avais, à l'époque, c'est horrible de dire ça parce que ça veut dire que ça remonte à quelques années, j'avais mon émission sur France 5 qui s'appelait Hélène et les animaux, qu'il regardait beaucoup, et quand il a été l'invité principal de Vivement Dimanche avec Michel Drucker, quand c'est comme ça, l'invité principal dit j'aimerais bien inviter telle ou telle personne pour pouvoir parler de tel ou tel sujet, et il m'avait fait inviter de façon à pouvoir parler des animaux en disant à quel point il aimait lui les animaux, à quel point il aimait cette émission
qui était diffusée à l'époque. Donc de là, on est devenus potes. Et un jour, il m'a sollicité pour me dire, j'aimerais bien avoir un chien. C'était quand il est parti s'installer dans les Cévennes. Et il m'a dit, j'aimerais bien avoir un chien. Il rognait un petit peu sur les bergers australiens. Et comme je le connaissais un tout petit peu, comme je savais un peu dans quel environnement il vivait, je me suis permise de lui dire, écoute Julien, je ne sais pas si le berger australien, c'est forcément l'animal qui te correspondrait le mieux, le chien qui te correspondrait le mieux. Parce que comme je te disais, c'est important de faire le bon match. Oui. Je ne peux pas dire que je suis marieuse, mais un petit peu quand même entre les propriétaires, parce que j'ai fait ça avec quelqu'un d'autre, je vais te le dire juste après, et les chiens. Et donc, je lui ai fait connaître le berger blanc suisse. Donc, c'est la race de chien qu'il a aujourd'hui, Jean-Marc et Simone. Donc, c'est comme un berger allemand, mais tout blanc. Et c'est pas une race très répandue. Et je crois que ça lui a parlé. Donc il a acquis 2 bergers blancs suisses, Jean-Marc et Simone. Et j'ai fait le même boulot avec Alain Prost, que j'ai eu la chance de rencontrer, parce qu'à un moment, j'avais une maison dans le sud de la France, et on se baladait, on s'est rencontrés sur les chemins de nos promenades respectives. Lui, il était à vélo ou à pied, moi j'étais avec mon chien, et puis il avait perdu son précédent chien peu de temps avant, il a vu Colonel, il s'est dit, j'aimerais bien avoir un chien aussi, etc. Et donc je l'ai accompagné aussi pour qu'il puisse choisir le bon élevage, la bonne race de chien, et il a sa chienne qui s'appelle Phoebe, avec laquelle on a fait pas mal de grandes balades dans les Alpilles, Colonel, Phoebe, Alain et moi. C'était chouette. Alain Prost, ses écuries, elles étaient à 2 km de chez moi. Et mon parrain travaillait pour lui quand j'étais petite, donc à Guyancourt. Donc tu vois, c'est drôle. Okay. Toujours un petit truc, un petit clin d'œil à ce moment de ma vie. Trop chouette. Tu dirais qu'il y a certaines races qui doivent être en binôme? Quand tu dis binôme, ça veut dire quoi? Par exemple, il y a des chiens qui ont besoin d'être à 2, par exemple Jean-Marc et Simone. Non, lui, en fait, Julien, il en a eu 2 parce que quand il est allé à l'élevage, il y en avait 2. Et il s'est dit, je peux pas les séparer, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il a pris les 2. Non. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est que pour moi, le chien doit impérativement avoir une vie sociale avec d'autres chiens. Les chiens qu'on empêche d'aller à la rencontre d'autres camarades de jeu, d'autres chiens, etc., parce qu'on a peur, parce que ça, je parle quand ils sont petits, parce que la sociabilité, c'est à ce moment-là que ça s'acquiert, c'est quand ils sont jeunes. Moi, je trouve ça extrêmement triste de les séparer de ce lien avec d'autres congénères qui est extrêmement important, parce que moi, j'ai beau aimer Colonel plus que tout, j'ai beau jouer avec lui à la maison, avec son jeu de la catapulte, avec son petit poulet en plastique, etc. Je pourrais jamais faire une course-poursuite avec un bâton dans la gueule et on tirerait le bâton l'un et l'autre. Et ça, qui mieux qu'un autre chien pourrait le faire? Personne. Et moi, je pourrais pas remplacer un autre chien. Donc, c'est très important, en tout cas, que le chien puisse avoir une vraie vie sociale avec les chiens. Et ça, vraiment, pour tous ceux qui nous écoutent, offrez-leur ça à vos chiens. Offrez-leur ces moments de liberté avec d'autres chiens. Oui, et je pense qu'on t'entendra. Cette émission dont tu as parlé, Hélène et les animaux, je sais que ça t'a attristé quand elle a disparu. Oui. Pourquoi t'en ferais pas une nouvelle avec la télé, YouTube, des temps modernes? Ouais, j'essaye. Après, c'est difficile. Moi, je bosse un petit peu toute seule. J'ai pas une équipe derrière moi. Il faut avoir la possibilité d'avoir des moyens aussi financiers pour se lancer dans un format YouTube, etc. Donc, non, c'est pas forcément évident, mais c'est sûr que j'aimerais, moi, continuer à mettre en avant cette relation entre l'homme et l'animal, puisque je trouve que, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment pour moi une porte d'entrée pour faire parler les gens et pour en apprendre plus sur les gens, sur les personnalités de chacun, et puis pouvoir aussi faire de la prévention aussi, de la sensibilisation, de la pédagogie. Donc, j'aimerais beaucoup, c'est sûr. Mais tu vois, je pense que c'est la bonne année pour remettre cette émission qui te tenait tant à cœur au goût du jour. Ouais. Parce que quand même, sur 2025, est-ce que tu veux que je te dise que les nombres me racontent? Alors, tu le Sans sais, vouloir faire de la voyance. Ouais, d'accord. Tu sais, quand nous nous sommes appelés la première fois, je t'ai dit que moi, je suis jamais allée voir une voyante ou quoi que ce soit, et j'ai un petit peu du mal avec la prédiction. La prédiction. Moi aussi. Je t'avouerai que j'ai du mal. D'accord. Moi, c'est des conseils avec les nombres. C'est du prévisionnel. Ok, alors je t'écoute. Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, regarde. Ce que tu veux, justement. Tu gardes ton libre arbitre.
D'accord. Tes chemins de vie. Tu es en année 1. Mhm. Le 1, c'est le culte de l'autonomie, de la créativité personnelle Mhm. et de l'indépendance. Mais ton 1, il met en défi le nombre des rêves et des envies du passé. Tu Mhm. vois. Donc, dans cette année-là, je pense que le pari gagnant, c'est de faire revivre des projets que tu as amèrement abandonnés peut-être et qui maintenant méritent leur place dans ta vie. D'accord. Tu vois, c'est ça, tes défis sur 2025. Ok. Principalement, c'est ça. Ok. Ça te fait écho? D'accord. C'est évident que oui, ce projet d'Hélène et les animaux, cette émission que j'avais, que j'aimais énormément, évidemment, j'aimerais la remettre au goût du jour. Évidemment, j'aimerais la refaire naître. Après, j'ai envie de la refaire naître cette année, mais je l'avais déjà avant, cette envie-là. Donc, ça date pas de cette année non plus, tu vois, c'est pas 2025. Ouais, mais je Maintenant, pense est-ce que que c'est mon le bon année moment. sera propice? Peut-être. Plus. C'est le bon moment. Ok. Parce que c'est l'année de ton chemin de vie. Tu es en D'accord. année personnelle 1 sur un chemin de vie 1. Et comme le 1, c'est l'autonomie et l'indépendance, tu vas peut-être trouver de nouveaux outils Mhm. par toi-même, Par moi-même. sans attendre peut-être que quelqu'un te Oui. repropose. D'accord. Tu vois, c'est plus ça. Ok. Ok Hélène, avant de se quitter, je vais te demander de tirer le dé des nombres Ouais. et voir quel est le nombre justement qui a un conseil à te donner. D'accord. Très bien. Enfin, c'est toi qui vas me donner le conseil. Oui, ouais. Le nombre est moi. 2. Le 2, bah, tu vois, c'est les nombres qui sont vraiment dans ton intime. Et ben le 2, c'est vraiment de ne surtout pas hésiter à faire parler ton cœur. Mhm. C'est aussi l'importance des projets plus personnels, plus affectifs. Et c'est aussi continuer à promouvoir ce côté maternant que tu as avec les animaux, quoi. C'est vraiment le culte. Quoique le 2 me parle des associations. Tu vois, toi, tu es 1. Là, je viens de te dire quelque chose, mais le 2 est en train de m'expliquer qu'il ne faut peut-être pas fermer la porte à quelqu'un qui viendrait te chercher, mais avec des bonnes choses et pour des bonnes raisons, D'accord. que ce soit dans le perso ou dans le pro. Ok. En tout cas, les chiffres qui sont vraiment ressortis, c'est 2, 1, 5 et 7. 4. Et 7, mon chiffre Ouais, fétiche aussi. 7, Ouais. c'est ton chiffre fétiche et le 4, c'est ce côté pragmatique, réservé, cartésien que tu as. Ok. Ton caractère et ta personnalité. D'accord. Et le 2, effectivement, c'est ce qui, j'ai envie de te dire, c'est ce qui te fait palpiter, ce qui te fait vibrer en fait. C'est ce que j'appelle moi le nectar du thème en numérologie. Mhm. Et c'est ce qui fait que c'est le carburant, le catalyseur de tout ce que tu Ok. mets en place aujourd'hui. Ok. Très bien. Et c'est cette communion, ce lien aux autres, les émotions et les sentiments. Je rappelle le titre de ton livre. Oui. Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et non un enfant. Je te remercie beaucoup d'être venu. Merci, Colonel, d'être venu sur les canapés d'ABC Talk. C'était un plaisir de vous recevoir. T'es content? Ouais, t'es un peu Et chaud. puis- il y a un petit c'est peu les chaud. projecteurs, ça. Hein, c'est les projecteurs, mon cœur. Fais son petit pacha. Il est tellement mignon. On vous embrasse tous les deux. Je vous embrasse aussi. Prenez soin de vous et à très bientôt.